Merci de nous accueillir à la maison du 3 le 3 Donc, je m'appelle Olivier Blongewski, je suis formateur d'enseignants, doctorant à l'Université de Nantes et praticien des ateliers philosophiques depuis 2001, donc on peut dire depuis 20 ans. Bonsoir à tous, je suis Charlie Renard, je suis professeure de philosophie en terminale depuis 13 ans et j'anime des ateliers philo pour enfants et adolescents depuis 6 ans environ. Et je suis actuellement en doctorat également en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes. Bonsoir, je suis Christian Budex, je suis un professeur de philosophie détaché dans un centre d'aide au personnel de l'éducation nationale de l'Académie de Versailles qui travaille dans le champ de la prévention des violences. Et je suis formateur en philosophie auprès d'animateurs, d'animatrices d'ateliers philo avec les enfants et les adolescents. Et je suis docteur en sciences de l'éducation. Nous sommes tous les 3 membres de la chaire UNESCO de philosophie avec les enfants et les adolescents, chaire qui est portée par Edwige Chirouter, qui est adossée à l'Université de Nantes et donc qui diffuse, qui promeut la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents. Partout dans le monde. Partout dans le monde. Voilà. Donc, grosso modo, on s'intéresse à un type de questionnement assez particulier, du type, alors je vous en lis quelques-unes, des questions qui viennent d'enfants et d'adolescents, des questions spontanées, qui n'ont pas été toujours générées par l'adulte. Faut-il toujours obéir ? À quoi reconnaît-on qu'on est amoureux ? Qu'est-ce qu'un ami ? Faut-il se ressembler pour s'aimer ? Doit-on vouloir être libre ? Question récente d'enfants. Doit-on vouloir être libre ? Quand on leur présente la liberté comme une injonction quasiment, ou comme une évidence. Doit-on vouloir être libre ? Qu'est-ce que le bonheur ? Faut-il avoir peur de la mort ? Pourquoi doit-on aller à l'école ? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Qu'est-ce que le beau ? Peut-on vouloir être méchant ? Est-ce toujours mal de mentir ? Donc on est face à des questions déstabilisantes qui remettent en question le champ de la morale, qui posent des questions fondamentalement épistémologiques parfois, des questions d'esthétique, d'ordre esthétique, des questions existentielles. Et la question de l'adulte, face à ce questionnement-là, c'est de se dire qu'est-ce que j'en fais ? L'adulte qui soit enseignant, qui soit bibliothécaire, qui soit parent, qu'est-ce que je fais de ces questions spontanées ? Est-ce que mon positionnement, c'est de chercher à y répondre, d'apporter une réponse qui risque d'apparaître pour l'enfant comme la réponse ? Les recherches et puis les avancées, la réflexion pédagogique, éducative, nous amène à dire que ce n'est pas forcément le meilleur positionnement par rapport aux questions philosophiques des enfants que de chercher à y répondre en tant qu'adulte. Deuxième positionnement, ce serait des évacués. Donc pour ceux qui connaissent, il y a Aldebert qui chante une magnifique chanson « Arrête avec tes questions, tu nous saoules ». Donc ça, particulièrement chez les enfants, ce serait particulièrement malvenu, on est tous d'accord avec les adolescents. Et voilà, les évacuer, faire semblant qu'on n'a pas entendu. C'est la fameuse question de la bouteille de lait, la publicité, voilà. Mais sauf que là, on n'est pas sur l'ordre des questions scientifiques, mais des questions vraiment philosophiques. Il y aurait peut-être une troisième solution qui serait tout simplement de les reconnaître, comment tu as dit tout à l'heure, de les faire siéger, de siéger dans ces questions. Siéger dans ces questions. Et donc là, c'est à creuser de se dire quelle va être la posture de l'adulte, comment habiter ces questions, comment les faire vivre, sans y répondre, sans les évacuer. Je dirais même qu'on pourrait retourner la question à l'enfant. Parce que lui, il est demandeur, mais on pourrait l'inviter. Et toi, comment tu répondrais à cette question-là ? Et toi, comment tu répondrais à cette question-là ? Oui, c'est bien l'idée de partir, comme Olivier le dit, des questions des enfants pour faire plutôt le choix de cette posture, dans les accompagner dans un cheminement de réflexion, sans pour autant répondre à leur place. Et puis peut-être, mais on va peut-être en reparler, les accompagner sur le chemin d'un questionnement philosophique. Toutes les questions que se posent les enfants ne sont pas spontanément nécessairement philosophiques. Là, les questions que Olivier a
à donner, je crois, pour la plupart le sont déjà. Et, bon, voilà, donc il y a ce travail, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, qui consiste à les accompagner à partir de leurs questions, des questions qui se posent vraiment, quoi, et de les considérer effectivement comme des penseurs valables de ces questions. Et tu disais que les parents ils avaient tendance à soit esquiver la question, soit chercher à y répondre. Comment tu expliques ça? Pourquoi ils feraient ça? Pourquoi c'est une stratégie, enfin c'est une réaction assez courante que les parents ont ça face à ces questions philosophiques? J'aurais tendance à dire que déjà l'éducateur a tendance à vouloir être en posture d'avoir réponse à tout, être détenteur du savoir. Alors ça vient peut-être d'une tradition scolaire, d'une tradition sociale, mais cette crainte de l'adulte d'être ignorant devant son enfant et de ne pas avoir réponse à tout. Donc je pense que cette bascule, la philosophie, elle invite à une bascule, passer de cette culture de la réponse à la culture de la question. Et s'intéresser beaucoup plus à problématiser notre rapport au réel que de toujours être dans un univers très stable, fait de beaucoup de certitudes et de réponses à tout. Et puis je pense que l'évacuation, c'est justement le fait que certains parents qui ne vont pas se mettre en danger, à se dire « oulala, je n'ai pas la réponse à la question », vont préférer ne pas l'entendre, tout simplement pour ne pas se mettre en danger, et peut-être parce qu'il n'y a pas cette habitude de la culture de la question. Oui, c'est ça, c'est un changement de posture en fait, et un changement de relation, alors que ce soit de parents à enfants, mais aussi de professeur à élève, ou d'adulte à enfant. Là, ça demande d'être soi-même questionnant en fait, parce que la plupart du temps, quand on anime un atelier philo, on se pose soi-même la question, mais véritablement, en toute sincérité. Et on n'est plus un facilitateur, quelqu'un qui va aider, donner des outils pour se questionner, mais on se questionne nous-mêmes. On n'a pas. D'ailleurs, ça s'est encore passé tout à l'heure où ils m'ont demandé. Mais alors vous, madame, vous en pensez quoi? Parce que j'avais tenu cette posture-là de questionnante tout le long et ils attendaient ma réponse. Parce que c'est le contrat didactique traditionnel en fait. Tout à fait. Donc, moi, par exemple, en tant que formateur d'enseignants, c'est au-delà de l'intérêt en tant que professeur de philosophie pour la philosophie, c'est ce déplacement de posture qui est un enjeu important pour apprendre à développer l'esprit critique, j'allais dire, indépendamment même de la discipline de la philosophie, quoi. Il y a, avec cette pédagogie de la question, là, quelque chose d'important qui se joue dans le rapport au savoir et qui vient nourrir la culture du métier d'enseignant, qui vient travailler aussi la question de la motivation, j'allais dire, des élèves ou des enfants, des adolescents, par rapport au savoir, dont on dit parfois qu'ils ne sont pas motivés, alors que là, on est en train, et dans ces expériences-là, de découvrir au contraire que leurs questions sont bien incarnées, bien vivantes, quoi. Ils se posent toutes ces questions, et ils ont envie d'avoir des réponses. Donc il y a quelque chose qui ne va pas d'un côté entre cette curiosité, cet appétit si ce n'est de savoir, en tout cas de questionnement, de réflexion, et puis de l'autre côté, un rapport où dans l'école on dirait « ah, ils ne sont pas très intéressés ». Si, ils le sont. Mais peut-être que du coup, il y a dans cette pratique-là quelque chose qui vient, si ce n'est donner des remèdes miracles, en tout cas réinterroger un petit peu la posture dans le rapport au savoir, et donc du coup à l'enseignement. Donc aujourd'hui, l'enseignement, donc, il est en terminale, et tout le monde est passé, je pense, par une classe de terminale avec de la philosophie. Pourquoi on présente la philosophie de cette manière? Pourquoi? Elle est très liée à des auteurs. Elle est pas tellement dans le débat entre élèves. On est vraiment sur un courant de pensée qui a été émis par un penseur et qu'on transmet tel quel. Pourquoi en France, parce que je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, pourquoi on a décidé de proposer la philosophie comme ça? Parce que je parle à titre personnel, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de faire aimer la philosophie
aux adolescents. Alors, puisque nous avons un professeur de philosophie en activité... Mais c'est surtout que c'est l'objet de ma thèse. Mais je me permets quand même de préciser que non, tous les élèves de terminale n'ont pas accès à la philosophie. Il y a, la philosophie est accessible dans son enseignement en France seulement aux élèves des classes des séries générales. En lycée professionnel, il n'y a pas de philosophie. Donc c'est important de le dire parce que c'est peut-être une partie de la réponse aussi qui est déjà dans cette inégalité. Sauf depuis septembre, où il y a, de manière encore un peu expérimentale, même si c'est devenu officiel, la possibilité de faire des ateliers philo en lycée professionnel. Mais il faut encore que ça se répande. D'accord, donc depuis 2020. 21. 21, pardon. Voilà, c'est tout récent, ça fait 3 semaines. C'est vrai. Alors pourquoi ? Parce que c'est davantage un enseignement de la philosophie, donc de l'histoire de la philosophie, plus que d'apprendre à philosopher. Souvent on fait cette distinction entre la philosophie et le philosopher. Et donc c'est davantage une culture qui est transmise. Alors par cette culture, on apprend aussi à penser, bien évidemment. Il ne s'agit pas de rejeter cet enseignement, et la lecture des textes nourrit sa propre pensée. Ça fait aussi des interlocuteurs. Les textes sont des interlocuteurs, en fait. En revanche, l'accent était moins mis, et encore un peu moins mis, sur la démarche intellectuelle, les habiletés de pensée qu'on met à l'œuvre quand on pense. Donc on est plus dans une transmission de connaissances, dans une pédagogie de la transmission en philosophie de terminale, plutôt que dans un apprentissage des outils de la pensée. Ouais, cette distinction elle est importante du coup parce qu'il n'y a pas, y compris la philosophie dans son enseignement classique de terminale, il n'y a pas une discipline à l'école qui s'appelle apprendre à penser. On fait soit comme si ça allait naître un peu, pas spontanément, parce que bien sûr dans les habiletés de pensée ou les compétences de pensée, argumenter, conceptualiser, problématiser, les disciplines à tous les étages de l'école évidemment viennent travailler à un moment l'argumentation ou l'interprétation peut-être dans certaines disciplines. Mais on fait un peu comme si ça allait dépendre de la transmission de ces connaissances-là. Avec la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents, il y a cette volonté d'apprendre à penser, et non pas apprendre aux enfants ce qu'ils doivent penser, mais leur apprendre à penser, et du coup leur apprendre à développer les outils de la pensée. Donc c'est ce qu'on appelle des habiletés de pensée ou des compétences de pensée. Et c'est vrai que l'enseignement disciplinaire en terminale s'appuie principalement sur la tradition des textes et des auteurs. Alors évidemment, il mobilise ses habiletés de pensée, mais il n'en fait pas le cœur de son enseignement malgré tout. Oui, parce que même le rapport au texte, ça va être qu'est-ce qu'il dit, plus que comment le dit-il, et qu'est-ce qu'il fait quand il le dit, quoi. Alors, il y a quand même une particularité de l'enseignement philosophique en France, puisque vous posiez la question, c'est qu'il reste quand même, malgré tout, ce qu'on appelle un enseignement problématique. C'est vrai qu'on passe par la tradition des auteurs et des textes, ceux qu'a dit Platon, ceux qu'a dit Descartes, ceux qu'a dit Kant, mais tout le monde connaît plus ou moins peut-être les sujets, parce que ça fait généralement la une des 20 heures à un moment dans l'année, et la particularité quand même de l'examen qui vient sanctionner l'enseignement philosophique, c'est de poser des questions philosophiques. C'est pas une question de cours. Dis-nous ce qu'a dit Descartes, dis-nous ce qu'a dit Kant. Ça va être, la loi est-elle un obstacle à la liberté, l'amour est-il nécessairement cruel? Je ne sais pas, ça c'est pas trop un sujet de bac. Mais en tout cas, c'est un questionnement problématique. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus une histoire des idées. Je dirais pas que qui vient interroger un contenu de connaissance historique. Donc il est quand même précieux de ce point de vue-là par rapport à d'autres pays du monde où il est mêlé quand même vraiment d'une histoire de la tradition et avec un peu moins de questionnement peut-être. Moi je ferais bien l'apologie de cette classe de terminale que je trouve dans son contenu vraiment très intéressant, avec cette place de l'histoire de la philosophie, des textes philosophiques, et cette place très importante et très riche de la dissertation, de la pratique de la dissertation. Donc la problématique de la classe de terminale, c'est dans le titre, c'est que c'est en terminale uniquement. Donc en fait, c'est ce qui est problématique, c'est pas tant les contenus de la classe de terminale que le fait que ça n'apparaisse qu'en terminale, alors que la dissertation et cette approche problématisante, problématologique
des problèmes de philosophie nécessitent un temps d'appropriation très long. Donc si on avait une classe de terminale qui commençait en fait en CM1, CM2, voire avant, avec un continuum de l'apprentissage de la philosophie et du philosophé, ce serait intéressant d'une part, et d'autre part, s'il y avait une véritable formation à l'enseignement de la philosophie. Car curieusement, en France, il y a très peu de formation à l'enseignement de la philosophie, comme si la philosophie était à elle-même sa propre didactique. Et il y a besoin d'une réflexion sur la transmission de connaissances complexes, d'habiletés complexes. Et donc, plus qu'une remise en question de la classe de terminale et de l'enseignement de la philosophie en France, qui a vraiment son intérêt, moi je creuserais cette partie formation des enseignants et durée de l'enseignement. Et je dirais que, par ailleurs, ce que les praticiens de la philosophie avec les enfants et les adolescents font, ça n'est rien d'autre que d'emprunter le chemin des philosophes de la tradition qui se sont posés ces grandes questions existentielles, alors qu'on range dans des catégories, Olivier l'a dit, la morale, la politique, l'esthétique, la philosophie des sciences. Bon. Mais finalement, les questions qu'on évoquait tout à l'heure et qui sont au cœur des discussions philosophiques avec les enfants et les adolescents, ce sont les mêmes. Simplement, la différence, c'est qu'au moins dans un premier temps, selon l'âge évidemment des enfants et des adolescents, la réflexion sur ces questions ne passe pas par voilà, la médiation obligatoire des textes de la tradition, dont on sait qu'ils sont, voilà, selon la nature des textes et les âges, difficiles d'accès parfois. Mais en revanche, le cheminement est le même, on se pose les mêmes questions et on met peut-être un peu davantage l'accent, plutôt que sur les textes, sur les outils de la pensée qui permettent de cheminer dans ces questions. Ça répond à la question. Oui. S'il y a des réactions, non ? Moi, je rajouterais juste que tout à l'heure on parlait du changement de posture et que du coup, dès qu'on commence à introduire davantage la parole de l'élève en cours de terminale, ça demande au professeur de changer de posture aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'est plus dans le rôle de transmission de connaissances, dans l'idée d'un cours magistral ou magistral dialogué, où c'est lui qui a le monopole de la parole, mais cette fois-ci dans un échange, quelque chose de plus horizontal, même s'il a encore la posture d'autorité, mais ça demande aussi un changement de posture qui n'est pas évident, d'autant plus quand on n'est pas formé. Oui, une partie de mes recherches et dans la formation continue de montrer, hier encore, là, que les enseignants qui se forment à cette pratique, et dont ils ont bien compris qu'elle supposait donc de considérer les élèves comme des interlocuteurs et des penseurs valables, d'être plutôt dans une pédagogie de la question que de la réponse, c'est très déstabilisant dans un premier temps, et on s'est rendu compte que les temps de formation nécessitaient même de l'accompagnement ensuite. Il ne suffit pas simplement, en gros, de leur dire et de leur montrer et de leur faire pratiquer comment faire. Il faut, dans les temps qui suivent, les accompagner parce que c'est un peu déstabilisant. Donc ça vient interroger les rapports d'autorité éducative aussi des enseignants. C'est ce qui est assez passionnant parce que après cette déstabilisation, la plupart en tirent de très grands bénéfices dans le cours ordinaire de leur métier. Donc il y a des compétences qui sont transférables, qui sont développées par cette pratique auprès des enseignants. Donc c'est un des caractères précieux de cette pratique. Est-ce que même vous avez des retours sur le fait que les enseignants, ça leur donne ça leur apporte des bénéfices, mais à côté de leurs ateliers, leurs débats philo dans leur classe? Oui, c'est ce que je voulais dire par là. C'est-à-dire que le rapport au savoir, du coup, s'en trouve modifié. Le rapport à l'autorité s'en trouve modifié. C'est-à-dire que ils ont des relations plus horizontales. C'est François Galichet, un des philosophes praticiens, chercheurs un peu historiques de cette pratique, qui dit à propos de la question de la justice ou de l'amour ou de la mort, le maître n'est pas dans une position bien différente de celui de l'élève, quoi. On n'est pas dans un domaine de questionnement où il y a une seule réponse, mais il y a une pluralité de réponses également crédibles, qui en plus de ça peuvent évoluer dans le temps. C'est lié à la spécificité du questionnement philosophique. Mais du coup, ça change un petit peu la donne pour les élèves parce qu'ils sont moins dans un rapport à l'erreur. D'une certaine manière, ils peuvent avoir une réponse, pour peu qu'elle soit bien sûr argumentée, justifiée, et qui est également valable par rapport à une autre. C'est pas le maître qui est détenteur du savoir. Et donc, et quand tu demandais tout à l'heure ce qui fragilisait et les enseignants et les parents, c'est justement cette posture de faillibilité.
C'est-à-dire que dans la philosophie, on accepte de se reconnaître faillible. Et c'est une difficulté qu'on rencontre avec certains adolescents et certains jeunes, c'est qu'on leur demande d'admettre cette idée qu'ils soient faillibles. Et que cette faillibilité devient une qualité, n'est plus un défaut, mais devient une qualité en fait, quelque chose de précieux. Et pour répondre à ta question, en fait, ce qu'il faut accepter aussi pour l'enseignant, c'est d'être transformé lui-même par l'atelier. Parce qu'en fait, on voit l'éducation et la formation comme l'idée qu'on forme les enfants, on forme les élèves. Mais en fait, dans une pratique d'atelier, l'animateur, il est lui-même transformé et formé du coup par ce qui s'est passé dans la communauté de recherche. Enfin, moi, le nombre de fois où je suis sortie d'un atelier en me disant dis donc, j'ai avancé sur cette question, quoi. C'est-à-dire que je voyais vraiment pas les choses comme ça avant l'atelier. Et ça, c'est fascinant. Et ça, je pense qu'il faut avoir reconnu cette faillibilité pour réussir à être transformé. Parce que justement, il faut accepter d'entendre l'autre, de rentrer vraiment dans le dialogue. Et l'écoute me transforme aussi, quoi. Et ça ne veut pas dire pour autant que cette horizontalité, cette pluralité de réponses possibles, il n'y a pas qu'une seule réponse à la question le bonheur dépend-il de nous, quoi, hein. Si on interrogeait les gens, là, il y en a un certain nombre qui dira oui, plutôt oui, puis qui auraient les arguments sans doute assez solides à faire valoir, et puis d'autres qui diraient plutôt non, et qui auraient les arguments assez solides à faire valoir. Donc de cette idée qu'il peut y avoir plusieurs réponses, ou qu'il n'y en a pas une définitive, il ne faudrait pas en déduire non plus que c'est le café du commerce où on peut finalement dire tout et n'importe quoi et repartir en ayant proféré je ne sais quelle idée. Hein. Je pense que voilà, il faut aussi entendre qu'il y a quand même des exigences philosophiques derrière le fait qu'il peut y avoir plusieurs réponses possibles à une question. Donc on les invite quand même à argumenter, à justifier rationnellement leurs propos. Et du point de vue du développement de l'esprit critique, on est bien sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye de leur apprendre en acte, en pratique, à maîtriser les outils de la pensée. Ce n'est pas simplement un lieu de liberté d'expression, c'est aussi un lieu où on apprend à penser, où on confronte, mais pacifiquement, les idées entre elles pour en évaluer une certaine forme de pertinence, quoi, de valeur. C'est ce qui fait qu'on évitera de définir la philosophie, que ce soit avec les enfants, les adolescents et les adultes, comme le traitement de questions avec il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, tout se vaut, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Voilà. Il y a des mauvaises réponses en philo. Il y a souvent une pluralité de bonnes réponses, mais il y a des mauvaises réponses. Il y a des propositions qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Et Michel Fabre, un chercheur de l'université de Nantes, il dit que finalement, ce rapport, cette pratique de la philosophie, alors lui il le généralise en fait à cette pratique de la problématisation, permet de lutter contre deux fléaux actuels de notre société, que sont le dogmatisme, et ça va de soi pour tout le monde, le dogmatisme, d'être toujours sûr de soi, et d'être dans le dogme. Il n'y a qu'une seule réponse, et voilà. Pas deux. Quoi. Et le relativisme. Et donc cette tendance de nos sociétés actuelles à dire tout se vaut, finalement. Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mal. Tout se vaut, tout est une histoire de point de vue. Voilà. Et d'ailleurs, pour ma part, c'est un petit peu vraiment le travail que j'ai à faire actuellement dans mes pratiques, parce que je me rends compte qu'au bout d'un an de pratique régulière avec des élèves ou des enfants, c'est assez régulièrement qu'ils me disent finalement, quand on leur demande de définir ce que c'est que la philo, ils disent c'est un endroit où en fait on peut tout dire et tout se vaut. Et là, c'est plutôt, à mon avis, un échec qu'une réussite de nos pratiques. On coupera ça. Non, je ne le dirais pas comme ça, je crois qu'effectivement, c'est aussi une pratique qui se développe sur le temps long, développer l'esprit critique, si on veut être un peu aligné avec cette ambition, c'est bien vouloir apprendre à penser et pas apprendre ce que les enfants ou les adolescents doivent penser. Et donc ça suppose aussi des étapes où, certes, on est en train de leur apprendre à maîtriser les outils de la pensée, à argumenter, conceptualiser, à problématiser, mais certes, ils continuent quand même à formuler des idées, à proposer des idées et à repartir à la fin d'un atelier, peut-être en étant tous à peu près OK avec le complotisme, et ça déplaira éventuellement peut-être à l'adulte qui voudrait que ça aille un petit peu plus vite. Mais vouloir aller un petit peu plus vite, ça serait vouloir penser à leur place. Or, s'il s'agit de les entraîner, j'allais dire, de les aider à cheminer dans l'apprentissage de la pensée, alors il faut bien quand même un peu leur laisser penser ce qu'ils pensent, sinon on est en contradiction avec ce qu'on veut faire.
Oui, je rebondis sur l'esprit critique. Je dirais que souvent, on pense que l'esprit critique, c'est être capable de douter des choses, des informations qu'on entend ou de ce que disent les autres. Mais en fait, l'esprit critique, c'est d'abord douter de soi. C'est-à-dire de ce qu'on pense et de ce qu'on croit savoir. Et c'est de vérifier les informations et vérifier les connaissances que nous avons sur le sujet. Donc finalement, et du coup, être capable de s'autocorriger. Hein, l'autocorrection, c'est crucial en philosophie. Et du coup, effectivement, souvent, on se demande comment enseigner l'esprit critique. Parce qu'il est enseigné dans plein de matières. Comme ça, comme tu disais à propos de l'interprétation ou d'autres compétences, on le fait en histoire géo, on le fait dans toutes les matières, hein, l'esprit critique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un cours d'esprit critique. Et à mon avis, le tort, c'est de croire que c'est quelque chose qui pourrait s'apprendre rapidement, l'esprit critique. C'est quelque chose qui est vraiment sur le long terme. Et je pense qu'à court sur les fake news ou le complotisme en général, c'est assez contre-productif. Parce qu'en fait, en disant, ouais, ça, c'est n'importe quoi, il ne faut surtout pas dire ça, il ne faut surtout pas croire ça, mais en fait, on a plutôt une posture, on va avoir en face une posture de rejet. Quelqu'un qui va dire, ah bah, encore une fois, quelqu'un qui joue le jeu voilà, des complotistes, etc. Et il va y avoir cette posture de rejet. Alors que si on mise sur le long terme, et non pas sur se focaliser sur des contenus particuliers, mais sur une posture, une démarche, une attitude et des vertus intellectuelles justement d'autocorrection, là on a l'espoir de former un esprit critique sur le long terme. Mais ça se pratique pour le coup, c'est vraiment, il faut du temps. Oui, dans l'après-2015 en particulier, où dans le champ de l'enseignement, le champ éducatif, on a essayé de lutter contre le complotisme. On a fait, j'allais dire, beaucoup d'erreurs dans un premier temps en essayant d'argumenter. Et du coup, on se retrouvait avec des élèves qui, en face de nous, nous disaient que non, mais toi, on t'écoute pas parce que tu fais partie du complot. Et les premières pistes sont venues de collègues qui, souvent en lettres d'ailleurs, hein, et c'est un peu lié à ce qu'on disait avant, se sont dit non, ce qu'il faut faire, c'est leur faire fabriquer des théories du complot et essayer de leur montrer quels sont les ressorts d'un certain nombre de théories du complot. Des ressorts qui sont souvent de l'ordre justement des habiletés de pensée ou des habiletés d'expression, de la rhétorique, quoi, hein. On rapproche des dates, on inverse des lettres, on fait corréler des faits en essayant de faire croire que corrélation c'est la même chose que causalité. Et voilà, je pense à des clips qui ont été faits par des émissions parodiques comme le Gorafi par exemple, mais des élèves aussi à qui on avait fait ça, ils ont adoré fabriquer des clips complotistes en utilisant tous les ressorts des clips complotistes, les musiques qui vont bien, les montages qui vont bien, et la rhétorique qui vont bien, et en plus en jouant sur l'humour. Et c'était bien plus efficace que de leur dire « vous êtes dans l'erreur, voilà la vérité ». Donc je crois que ça renvoie à la même idée, apprendre à penser, c'est apprendre à mobiliser les outils de la pensée et faire en sorte qu'ils les pratiquent plutôt que de leur dire ce qu'ils devraient en faire. Mais ça s'apprend. Oui, c'est un rapport à soi aussi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Non, je trouve ça intéressant ce que vous venez de décrire là, puis le fait que ça vienne au final aussi des gens qui sont face aux élèves et qui doivent se débrouiller. Moi je suis pas enseignante, donc c'est vrai que j'ai du mal à me mettre à leur place, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Ouais, j'imagine qu'il il faut de la créativité. Ouais. Oui, et puis peut-être quelque chose qui... on parlait de l'enseignement de la philosophie, il y a une certaine conception de la philosophie selon laquelle... qui s'assoit un petit peu sur une opposition entre la rationalité et les affects. Hein, pour bien penser, il ne faudrait pas avoir d'émotions, il ne faudrait pas avoir de sentiments, il y a quelque chose comme ça. Bon. Et c'est intéressant de voir que... c'est parfois un des obstacles. Il ne suffit pas de dire la vérité à quelqu'un pour qu'il y adhère. Il ne suffit pas de faire une démonstration rigoureuse pour que les individus adhèrent à cette démonstration. Pourquoi? Parce qu'ils ont des affects, nous avons tous des affects, nous avons des valeurs, et donc nous sommes attachés au sens affectif du terme à certaines idées. Il ne suffit pas de les déconstruire pour que d'un seul coup on saute dans une nouvelle vérité. Ça ne se passe pas comme ça. Donc il faut accepter ce déplacement-là, et qui consiste en particulier à un moment à prendre soin de l'attachement affectif que les individus nourrissent à leurs idées. Donc il ne suffit pas de leur dire « vous avez tort, on va vous expliquer ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça nous demande plus de temps et... Contre-productif. Voilà, c'est même éventuellement tout à fait contre-productif. Donc travailler ce rapport entre la raison et les affects, l'attachement qu'on peut avoir aux idées, ça demande du temps aussi.
et sans doute une certaine forme de soin à l'égard de cette vulnérabilité-là aussi. On est vulnérable à un moment parce qu'on s'accroche à des idées, quoi. Qui nous ont construites, oui. Qui sont identitaires. Enfin. Avec les conflits de loyauté qu'on peut retrouver à un moment, si on parle du complotisme ou du rapport entre croire et savoir, voilà, on ne va pas arrêter d'adhérer à un champ de valeurs culturelles et religieuses qui nous a construit individuellement, auquel nos parents que nous aimons, si on fait cette hypothèse assez globale, auxquels ils sont attachés aussi. On ne va pas d'un seul coup dire aujourd'hui l'enseignant nous a expliqué qu'effectivement c'était nul et non avenu d'avoir telle croyance et qu'il fallait donc devenir ceci ou cela. Non, les conflits de loyauté, ils apparaissent dans les ateliers philo, il faut en prendre soin si on veut vraiment, je crois, essayer d'aider les élèves, les enfants, les adolescents à avoir un peu d'esprit critique avec leurs croyances, leurs attachements. Oui, et je rebondis sur la question des affects, parce qu'en plus, c'est le thème de la fête de la science cette année, l'émotion de la découverte. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est justement une éducation aux affects et une culture des affects. Et pourquoi pas jouer affect, pas forcément contre, mais proposer d'autres affects que justement, plutôt que l'attachement, je dirais, inconditionnel et aveugle à une idée, bah pourquoi pas cultiver l'étonnement, cultiver pourquoi pas la joie des expériences de pensée qui me permettent de prendre de la distance par rapport au réel, parce que c'est une expérience de pensée, donc c'est imaginaire, mais ça me permet de tester mes idées aussi dans un autre contexte que le mien auquel je suis attachée et affectivement attachée. Et donc finalement, pourquoi pas jouer émotion contre émotion et proposer aussi un autre rapport à cette idée que celui de l'attachement, je dirais presque un peu aveugle, qu'on peut avoir spontanément. Oui, puis on l'a vu dans les élections américaines, dans la vie politique, sociale, quotidienne, il n'y a guère que les philosophes pour s'imaginer que c'est la raison qui gouverne le monde, quoi. Les philosophes pensent que la raison gouverne le monde parce qu'ils ont le goût de la raison, ils ont le goût du raisonnement. Ils ont le goût du vrai, c'est le sens du livre d'Étienne Klein, mais c'est pas la norme, le goût du vrai, le goût de la rationalité. On le voit tous les jours. On est attaché à tout un tas de croyances indépendamment des croyances religieuses qui gouvernent nos affects, nos actions. Donc la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents, elle entend aussi leur donner le goût de la rationalité, cultiver voilà, cette appétence-là aussi, parce qu'elle ne va pas de soi. Il n'y a que les philosophes pour s'imaginer, parce que c'est leur goût et parce que leur désir a été orienté par les circonstances de la vie vers la rationalité, que du coup toute la population baigne dans la rationalité. Non. Et justement, je trouve que c'était intéressant parce que quand tu disais prendre soin de l'affect, en fait, les émotions, elles nous indiquent nos valeurs, elles nous indiquent nos choix aussi. Par exemple, si quelque chose me dérange dans ce qui est en train d'être dit dans un atelier, si quelque chose m'énerve, si quelque chose me rend perplexe, etc. Tout ce que je ressens en moi, l'émotion, en fait, c'est un indicateur, véritablement. Et donc, il faut plutôt que la rejeter et la mettre en dehors de la salle où on fait l'atelier. Il faut s'en nourrir. Il faut aussi aider les enfants et les adolescents à être à l'écoute, en fait, de ces affects-là. Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi, là, tout de suite ? Et qu'est-ce que ça m'informe, en fait ? Qu'est-ce que ça m'informe de ce qui m'anime, voilà, quelles sont mes valeurs, et pourquoi là j'ai un dégoût, et pourquoi là je suis indignée. Enfin voilà, ça peut vraiment être très fécond, en fait, pour la pensée, que d'avoir ce soin des affects. Amen. On a eu la grand-messe des philosophes. Non, mais un des autres enjeux aussi, peut-être. Pardon. Peut-être qu'il y a des réactions. C'est vrai que moi, au début, je ne voyais pas du tout le rapport entre faire des ateliers philo sur les émotions et les habiletés de pensée, en fait. Alors là, c'est pas forcément faire un atelier sur les émotions. Ouais. C'est plus les prendre en compte lors des interactions. C'est ça. Mais déjà, l'animateur, il le voit. C'est-à-dire qu'il va voir l'élève là, qui s'agite comme ça, ou alors qui fait... Voilà, on voit pas trop avec les masques, mais parfois on les voit pincer les lèvres, parfois on les voit bouder, parfois il a dit un truc, après comme ça, enfin, ça se voit en fait, tout le corps parle dans un atelier. C'est pour ça aussi que c'est important d'être en cercle, et on se voit, on se regarde, et donc l'animateur il est attentif à ça, mais si en plus, avec la pratique, on les amène à être conscients de ce qui se passe en eux, au moment où ils sont en train de penser, bah, c'est hyper intéressant. Ce qui n'est pas contradictoire avec le fait qu'on va leur
donner comme règle importante le respect, et donc Bien sûr. quand même leur apprendre à gérer leurs affects. C'est-à-dire, Oui. voilà, il ne suffit pas de les nommer simplement, on va quand même leur demander d'avoir une posture éthique et respectueuse d'autrui pendant l'atelier. Oui, bien sûr. Oui, et notamment en distinguant les idées des personnes. Oui, exactement. Il y a moyen d'aller interroger l'indignation ou la colère qu'un enfant, un adolescent ou quiconque finalement peut éprouver à l'égard d'un propos qui vient d'être tenu, en allant peut-être l'aider à pointer la différence, c'est-à-dire cette idée a l'air de te mettre en colère. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, voilà, dans les reformulations, les invitations à, quand les enfants sont en désaccord, dire plutôt formuler je ne suis pas d'accord avec l'idée de, plutôt que de dire je ne suis pas d'accord avec lui. Et donc là, je pense qu'il joue ça aussi dans le cadre éthique de la discussion, et qui est précieux parce que la plupart du temps, quand on discute, tout un chacun entre nous, tout ça est mêlé, quoi. Et d'ailleurs, dans le respect, pour te rejoindre sur les affects, dans le respect, moi je leur dis souvent dans l'atelier que si respecter l'autre, c'est aussi se mettre en colère par rapport aux propos de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit surtout pas de faire croire qu'on va arriver à un consensus mou, puis donc tu penses ça, je pense différemment de toi. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le relativisme. Non, on porte des jugements. Souvent, on entend dire ah, mais il ne faut pas juger. Mais si, en philosophie, on ne fait que ça. On juge. Par contre, on ne juge pas le bien, le mal. On juge la véracité ou pas du propos, le vrai, le faux. On est sur un jugement de valeur, de vérité. Et donc, on va se mettre en colère par rapport à un propos, pas sur le jugement de valeur de celui qui l'a énoncé, mais sur le propos qui nous indigne. Indignons-nous, indignez-vous. L'indignation est noble et respectueuse, je pense. Il n'y a rien de pire, à mon avis, que le gant du mépris et de... Je dis quelque chose, il n'y a aucune réaction. Voilà, personne ne réagit. Réponde, de toute façon, c'est ça. Oui, ça serait sans doute le terreau de relativisme si il s'agissait simplement de jeter des propos sans qu'il y ait de réaction. Donc, alors je pense qu'il y a un juste milieu entre les affects qui font qu'à un moment, on n'est plus en capacité d'évaluer la valeur des propos, et puis... de l'autre côté, quand même, la possibilité à un moment de réagir par rapport aux propos qui sont tenus, et à partir d'un critère qui est quand même celui de la discussion philosophique. Alors c'est un vaste débat, mais puisque tu as prononcé le mot de vérité, c'est cette idée qu'il y a des propos qui... je crois que c'est Descartes qui disait que la vérité, c'est ce qui résiste finalement. Il y a des propos qui sont plus résistants que d'autres. Et d'une certaine manière, Nietzsche disait qu'il faut philosopher à coups de marteau, mais pas le marteau, voilà, c'est le marteau du médecin pour évaluer si ça sonne creux ou si ça sonne plein, quoi. Donc, pourquoi tu dis ça ? Tu peux expliquer, tu peux te justifier, entre guillemets, justifier la valeur de ton propos. Et voilà, on sait très bien qu'il y a des propos qui, à un moment... sont moins résistants que d'autres. Donc, c'est encore une fois pas un lieu où on dit tout et n'importe quoi. Enfin, il y a quand même une évaluation. Et donc, l'animateur, il a une posture d'impartialité, mais pas de neutralité, en fait. Ça, c'est un apport récent d'une de nos collègues, Edwige Chirouter, qui va faire d'ailleurs un guide un petit peu de tous les malentendus dans les ateliers philo. Et elle dit il faut arrêter de dire qu'on est neutre dans l'atelier en tant que parent ou adulte, enseignant. On n'est pas neutre, on est impartial. Donc on questionne, c'est le fameux « ah bon ?» On va réajuster quand vraiment il y a un malentendu, par exemple, l'élève ou l'enfant n'a pas compris de quoi on parlait. Donc là, on peut remettre un petit peu, on peut essayer de proposer un élément de savoir, à condition que l'élève ou l'enfant l'accepte. Mais par contre, on va rester impartial, mais pas neutre, c'est-à-dire que s'il y a des remises, comment elle explique ça, la neutralité ? Disons que, comme dirait notre cher Jean Jaurès, c'est ça, c'est lui ? Il n'y a que le néant qui soit neutre. Mais on porte des valeurs. Dans l'atelier philo, dans la famille, on porte des valeurs. Amen. Je sais pas, qu'est-ce que vous en On pensez ? n'est pas obligé de les montrer, en fait. C'est ça c'est-à-dire que la neutralité, l'impartialité, je trouve que je suis content qu'elle ait trouvé cette distinction, Edwige. Elle dit on ne donne pas son avis, par exemple, je sais pas moi, ne faut-il pas mentir ? Ou est-ce que c'est bien ou pas bien de mentir ? On se positionne pas. Dieu existe, la position sur Dieu, sur la mort, y a-t-il toutes ces questions existentielles, c'est pas à l'adulte de répondre. On n'est pas dans une posture de réponse. Donc c'est ce que souvent on a appelé la neutralité. Mais en fait, c'est l'impartialité. C'est-à-dire qu'on
on ne répond pas aux questions, on n'apporte pas notre avis. Parce qu'en plus, il y a une dissymétrie entre l'adulte et l'enfant qui fait que même l'adulte qui croit qu'on est dans un cadre de bienveillance, etc., où, bon, allez, on discute avec les enfants et je vais leur donner un avis sans les influencer, c'est inexact, on les influence forcément. On reste leurs parents, leurs enseignants, leurs bibliothécaires, enfin, il y a une dissymétrie entre l'enfance et le monde de l'adulte. Donc on essaye de ne pas être dans cette culture de la réponse, et puis normalement, on ne prend pas part finalement à la discussion. Mais ce n'est pas pour autant que l'on est neutre. Je ne sais pas si la nuance est facile. Vous voulez m'aider? Oui, parce qu'on dit parfois que c'est une pédagogie de la question, voire une pédagogie du retrait, mais c'est des mots qui sont un peu ambigus, parce que ça laisserait entendre que pour animer ou faciliter une discussion philosophique avec les enfants et les adolescents, il ne faudrait rien faire. Non, au contraire, c'est même très mobilisant. On s'engage. Il faut être très actif. Donc, la distinction entre neutralité et impartialité, elle est une manière de rappeler qu'on est très présent, très actif pour animer une discussion, mais qu'en revanche, il n'est pas question qu'on donne son avis et qu'on soit en train de prêcher dans le mauvais sens du terme ces valeurs qui sont évidemment les meilleures puisque ce sont les nôtres. Et de ce point de vue-là, il y a toujours un petit rétroviseur à avoir sur sa posture pour être toujours fidèle au principe de départ, leur apprendre à penser et non pas leur apprendre ce qu'ils doivent penser. Voilà. Mais c'est quasiment impossible, car nous avons des valeurs, nous avons des préférences, nous avons des affects, on n'est pas désaffecté, on n'est pas dévalorisé, si j'ose dire. Donc c'est une grande vigilance, même dans le choix des... Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant et savoir sur quoi on est très sensible, ouais. Et dans le choix des ateliers, des thèmes. Et que lorsqu'on a un thème où on sent qu'on va avoir du mal à ne pas s'impliquer, enfin personnellement, eh ben, il vaut mieux pas le faire. Ouais. Je pense à des sujets comme les filles-garçons ou la nature, l'écologie. Parce que ça peut même se trouver déjà dans la question. Ça veut dire, si on dit pourquoi protéger la nature, ou alors, faut-il respecter la nature? On est presque déjà dans, oui, évidemment, il faut la respecter. Parce que, est-ce qu'on va accepter que quelqu'un nous dise, mais la nature, on s'en fout, c'est moche? Enfin, voilà. Est-ce que vraiment, on va laisser quelqu'un... Et l'urbanisme, vive le béton, enfin. Moi, j'ai eu ça une fois, un élève, il m'a dit, la nature, ça pue. Enfin, je veux dire, c'est sale, ça pue. Ça peut les dégoûter. Voilà, donc, si en face, moi, j'ai des convictions écologiques qu'il faut vraiment s'y mettre maintenant et ça suffit, etc., est-ce que je vais accepter? Est-ce que je ne vais pas les faire à tout prix pour me dire qu'il faut qu'ils sortent avec l'idée qu'il faut protéger la nature? Et c'est pareil pour l'égalité filles-garçons. Si je veux absolument qu'ils me disent quelque chose de précis là-dessus, il ne faut pas que je fasse l'atelier là-dessus. Et donc, ça veut dire aussi que l'animateur il doit être très au clair avec ses propres pensées, ses propres idées sur certains thèmes, et savoir est-ce qu'il va être capable d'avoir cette impartialité. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas neutre, de toute façon. Mais il y a des choses où on arrive plus à être impartial que d'autres. Et cet engagement, en fait, cette absence de neutralité dans l'atelier philo, il tient finalement à cette idée que pratiquer la philosophie avec ses enfants, avec ses élèves, c'est un engagement politique, en fait. Qu'on le veuille ou non, c'est un engagement politique. On n'est pas neutre politiquement. Et entre autres, on peut se poser la question d'est-ce que la pratique philosophique est possible dans tout contexte social. Et s'il n'y a pas la reconnaissance de l'autre, que ce soit un enfant ou un adulte, comme interlocuteur valable, si on ne s'inscrit pas dans des valeurs de tolérance, de respect, si on ne s'inscrit pas dans une vision d'égalité, et donc au fond, le mot qui résume tout ça, ce serait le mot démocratie, est-ce que la philosophie est possible? Est-ce que la philosophie est possible en Afghanistan actuellement? Je ne suis pas certain que l'atelier philosophique soit possible. Il y a un engagement politique, il y a un projet de civilisation sous-jacent aux pratiques philosophiques. Ouais, de même que on pourrait dire que l'art n'est pas possible dans toute société. Voilà. Donc la philosophie n'est pas possible dans toute société s'il n'y a pas cet engagement politique. Moi je travaille dans un centre de prévention des violences qui est donc porteur de projets de philosophie avec les enfants et il y a cette confusion. On voudrait, je pense là, à la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, qui va sans doute amener à des demandes d'ateliers ou de discussions sur la liberté d'expression. Bon, on voit bien des instrumentalisations, des commandes qui pensent que ça serait bien que les enfants apprennent à réfléchir, sous-entendu, mais c'est en sous-texte, ils apprennent à réfléchir plutôt comme ça.
Et de ce point de vue-là, c'est pas toujours facile de dire, alors, sans doute, comme le dit Olivier, que cette pratique peut contribuer à l'éducation à la citoyenneté, parce qu'elle est porteuse de valeurs, de liberté. On a la liberté de s'exprimer dans un atelier philo, mais on a la liberté de se taire. D'égalité, parce qu'on considère tous les enfants comme les interlocuteurs valables. De fraternité, parce que ça développe un certain nombre de qualités. Hein. C'est quand même une communauté de recherche et assez collaborative. De laïcité aussi, parce que le critère de la discussion, de l'évaluation de la discussion, c'est quand même la raison, malgré tout. Hein. Et donc, c'est un dispositif qui est porteur de valeurs démocratiques, mais en revanche, qui comprend dans son fonctionnement même la possibilité de les critiquer, quoi, d'aller demander à un moment, mais la laïcité, c'est bien, l'égalité, c'est bien, c'est ce que tu disais, la nature, vraiment, faut la protéger. Donc, voilà, il ne faut pas confondre le message et l'enveloppe, quoi. Or, parfois, il y a des commandes qui voudraient qu'on explique aux enfants ce que c'est que la laïcité, alors que nous, on aurait plutôt tendance à penser qu'il suffit simplement qu'ils fassent un atelier philo qui en respecte les règles, et alors, ils vivront en acte, peut-être, ce que c'est que de se servir de sa raison. Et alors donc pareil, cette absence de neutralité finalement, elle est intéressante quand on va pratiquer des ateliers philo à l'étranger. Donc dans le cadre de la chaire UNESCO, on a été amené à faire des ateliers philo en Nouvelle-Calédonie, en Afrique, en Amérique latine, enfin, partout en fait, à peu près sur la planète. Et on se retrouve à faire des conférences pour expliquer aux gens l'intérêt de faire de la philosophie avec les enfants. Et à un moment, on bute contre des différences culturelles. Et où, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on est interpellé par des Kanaks quand ils nous voient faire un atelier philo sur remise en questionnement des traditions. Et qui nous disent, mais non, mais ça, c'est pas possible. Et là, on se rend compte qu'on porte quand même des valeurs universelles. C'est-à-dire que là, on a la prétention, effectivement, dans nos ateliers philo, à porter des valeurs qui seraient valables pour toutes les cultures de la planète. C'est-à-dire que si, à un moment, eh bien... on n'invite pas à désobéir à la tradition, mais on invite à questionner la tradition. De même qu'on invite à questionner ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, à remettre en question notre moralité. Voilà. On est d'ailleurs en enseignement moral et civique, si on pratique la philosophie, c'est bien parce qu'on questionne la morale et non parce qu'on cherche à inculquer des valeurs morales. On fait le pari, par contre, de l'adhésion finalement à des valeurs. Mais on est bien là pour remettre en question même les valeurs privées, voilà, qu'elles soient publiques, privées. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite en philosophie. Mais je dirais par contre, comme tu le disais un petit peu tout à l'heure, que malgré tout, la démarche présuppose déjà des valeurs en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle questionne les valeurs, mais elle en présuppose. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, on croit que c'est le dialogue qui amène justement la fraternité, le respect des autres, etc. Mais non, il faut qu'il y ait déjà du respect et de la fraternité pour que les gens dialoguent. C'est-à-dire que, par exemple, il faut déjà avoir renoncé à la violence. C'est-à-dire que pour pouvoir dialoguer, il faut déjà qu'on ait dit qu'on n'allait pas se taper, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est déjà partir sur... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. C'est en ça qu'elle n'est pas neutre. Ce n'est pas une pratique neutre. Oui. C'est ça. Ouais. Excellent. Mais, c'est une pratique qui consiste à interroger la valeur des valeurs. Alors, on ne s'interdit pas d'aller demander, et pourquoi pas la violence. Simplement, on ne va pas se le demander à coups de poing. C'est vrai que c'est quand même le dialogue philosophique, a priori, se fait plutôt avec le langage, même s'il y a des pratiques, le langage au sens très large, hein, qui s'appuie sur les arts plastiques, voilà, il y a du philo-art, il y a du philo-théâtre, on ne s'interdit pas d'utiliser d'autres langages, mais c'est quand même, voilà, si c'est un sport de combat, comme disait Bourdieu, c'est quand même un sport de combat qui passe par le langage, quoi. Et je pense aussi, parce que parmi les valeurs, il y a peut-être l'idée que beaucoup de violences viennent aussi du langage ou du manque de langage. Parce que je me dis que aussi, plus on développe un goût de la nuance et le choix des mots, le poids des mots qu'on utilise, plus on va travailler justement cette acuité à percevoir vraiment ce qui est en jeu dans un problème, dans un conflit. Et déjà, commencer par dire, est-ce qu'on est bien d'accord sur quoi il y a conflit ? Parce qu'en fait, si on n'a pas fait ce travail du langage, on peut pas être sûr qu'on se tape pas pour rien, en fait. Oui, Donc, oui, c'est déjà, tomber d'accord sur la nature de nos désaccords, c'est déjà un grand progrès, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir de là... en se tapant dans le dos. Voilà, mais oui, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se joue par
période actuelle autour de l'esprit critique, encore une fois, on dit parfois les ateliers philo ce sont des oasis de pensée et de décélération. Hein. Ça renvoie au parrain de la chaire UNESCO, Arnoud Rosa, qui est un philosophe sociologue qui a écrit beaucoup sur cette question-là. Et c'est vrai que ce sont des lieux où on sort un peu du régime un peu ordinaire de l'immédiateté et des réseaux sociaux et voilà, et des tweets et des relais et des cyberviolences et de l'immédiateté, de l'impulsivité. C'est quand même un endroit où on passe par la médiation du langage et du raisonnement pour essayer de trouver des réponses ou des accords qui ne soient pas des réponses de l'impulsivité et de la violence physique. Donc effectivement, il y a une proposition là, il y a un choix. C'est neutre jusqu'à un certain point. Et cette immédiateté, elle est très violente. Parce qu'en fait, c'est la réaction immédiate, et donc, comme tu dis, souvent impulsive, et c'est aussi la non-écoute, en fait. Moi, ça m'a vraiment, quand tu parlais, ça m'a fait penser à l'atelier de cet après-midi, où j'ai vu dans le corps des élèves le passage de ça, tout coincé, à ça, où il y avait un engagement physique, parce qu'il y avait le temps, quoi. Donc, il n'y avait plus à se protéger, puisque... comme tu dis, l'immédiateté, la rapidité, ça nous force à nous protéger. On est bombardé de contradictions, on est bombardé de critiques, de commentaires, de tweets, etc. Alors que quand on a l'espace, comme tu dis, l'oasis de pensée et de décélération, bah là, on peut justement mettre notre vulnérabilité, notre fabilité un peu sur la table, quoi, par terre, devant tout le monde, et puis prendre le temps, parce que justement, on n'a plus à se protéger autant. Il y a plein d'autres enjeux, mais c'est vrai que quand on a interrogé des collégiens en particulier pour leur demander quelle était la qualité les qualités que ces ateliers philo généraient chez eux, la qualité qu'ils ont mis en avant, voilà, aux alentours de 80% de ceux que j'étais interrogé, c'est l'écoute. Pour eux, c'est central, quoi. C'est-à-dire que c'est enfin un lieu où on s'écoute. Et c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, dans l'après-2015, on s'est quand même rendu compte dans les établissements scolaires qu'il y avait un déficit de temps et d'espace, de réflexion, de discussion en commun, dont les jeunes, pour le dire comme ça, j'aime pas beaucoup cette expression, mais sont très demandeurs, quoi. Oui. C'est pareil pour les adultes, hein. Jeter le mot laïcité dans une salle des profs, laisser infuser tranquillement. Et voilà, ça nous donne un petit peu l'étendue du travail qu'on a à mener nous-mêmes, hein, avant de... Mais c'est vrai qu'ils sont très sensibles à ce ralentissement et à ce lieu où non seulement on se voit, mais où on apprend à se frotter un petit peu, mais voilà, dans un cadre qui n'est pas le cadre ordinaire de relations qui sont globalement assez impulsives, pour ne pas dire violentes, il ne faut pas non plus dramatiser le tableau, non, mais en tout cas, ils sont très sensibles à l'écoute, ça c'est sûr. On va laisser la salle du coup, un petit peu. On va les écouter. On va monopoliser la parole. Vous avez des réactions, des points de désaccord? Moi, c'est sur je voulais revenir un peu avant. Vous parlez beaucoup d'accéder à la vérité. Oui. Mais en fait, l'ensemble des autres matières qu'on nous enseigne sont vachement influencées. Je pense à l'histoire, qui par exemple vend un roman national, qui ne vend pas spécialement une histoire, mais une histoire de France telle qu'on veut la raconter. Et comment du coup on arrive à... Et pourtant on nous vend comme la vérité, comme quelque chose on est noté sur bien revendre le roman national, en tout cas bien le ramener. Comment on arrive du coup à distinguer ça, à accéder à réellement la vérité, à chercher à avoir un vrai avis critique, alors que dans d'autres matières par exemple on peut nous confondre la vérité avec ce qui n'est pas tout à fait une vérité, qui est vrai, mais qui est un angle de vue, un point de vue et Bon, alors tu as pris un exemple un peu particulier, puisque c'est l'histoire, c'est une science humaine. L'histoire, ça consiste à raconter des histoires. Toute la question, donc il y a toujours une part de subjectivité, mais ça renvoie à ce qu'on a dit depuis le début. Et malgré les demandes institutionnelles, il y a une difficulté à transmettre un récit et en même temps dire comment on a construit ce récit. Et les outils qui permettraient de le critiquer. Voilà, et les outils qui permettraient de le critiquer. Donc c'est vrai qu'une école philosophique, sans doute, elle ferait un philosophe historien ou un professeur d'histoire qui dirait, bon, alors les enfants, comment on parvient à établir une vérité historique, comment ça se construit, quoi. Et comment on peut éventuellement à un moment raconter plusieurs récits et essayer de les comparer pour savoir comment ils ont été construits. C'est vrai que dans le programme scolaire tel qu'il est pensé,
il faudrait envisager la transmission des connaissances de manière bien différente, quoi. C'est sûr. Il faudra en même temps leur demander, leur proposer, leur donner les moyens de critiquer le savoir qu'on est en train de leur transmettre. En fait, c'est la différence entre la science et la recherche. La science, c'est un ensemble de savoirs constitués à l'instant T. Et la recherche scientifique, c'est justement l'idée que le savoir est toujours en construction et que c'est une histoire des erreurs, finalement, et qu'on rectifie. Et donc, en fait, l'idée, ce serait d'introduire plus de recherche dans l'école. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on transmet un ensemble de savoirs constitués à l'instant T, eh bien, on apprend aussi aux élèves à chercher, en fait. À chercher, à rechercher, à partir de problèmes, précisément. Et ouais, je pense qu'il y a cette idée-là, en fait. Faire aussi des élèves des chercheurs. Et leur montrer une image de vérité asymptotique, quoi. On n'est jamais dans le vrai. On tend au vrai, on cherche cette espèce d'idéal régulateur. C'est Karl Popper qui décrit le chercheur comme un marcheur en montagne. Et donc, il marche, il grimpe, et puis il est dans le brouillard. Puis à un moment, il est au sommet, donc il est ravi. C'est la marque qui est au sommet. Il a compris que la girafe, elle tend le cou pour choper la feuille, et puis elle allonge son cou, donc il est ravi. Sauf que en fait, le brouillard se dissipe un peu, et puis on se rend compte que ça redescend et que ça remonte un peu plus haut. Et donc c'est Darwin qui va sur le sommet d'à côté, qui casse la vision, comment on appelle, transformiste, et qui dit non, ça marche pas du tout comme ça. Mais Darwin lui-même est dans le brouillard, donc il offre un modèle scientifique provisoire, qui n'est valable tant qu'il n'est pas réfuté. Donc la posture du chercheur, c'est celui qui dit... je dis souvent ça aux enfants. Alors, ça déplairait à Karl Popper, qui lui fait une démarcation entre philosophie et science. Donc, qui répond un peu à ta question, avec une démarcation. Moi justement, comme je considère qu'il n'y a pas de démarcation, et finalement la posture du philosophe devrait être celui du scientifique, je dis toujours aux enfants, si vous avez la bonne posture, vous faites une proposition à la classe, au groupe, et vous dites par pitié, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que j'ai tort. Voilà. Parce que ce qui nous rapproche de la vérité, c'est la reconnaissance de nos erreurs. Donc on revient à la case départ, ça me permet de conclure cette discussion sur cette posture de faillibilité et cette vision très positive de l'erreur. Chacune des erreurs du groupe nous permet d'approcher de notre idéal de vérité. Par contre, il n'y a aucune proposition qui est, à part de plus ou égal 4, qui est un énoncé, une proposition analytique, c'est ça ? Ah non, même pas. Ah, c'est compliqué. Ouais, bon, laisse tomber. On oublie Kant pour ce soir. Ouais. En tout cas, pour ceux qui ont critiqué Kant après, c'était les logicistes, ils diraient qu'à part de plus 2 égale 4, qui est bien établi, on est toujours dans l'asymptotique, quoi. On cherche la vérité, mais on n'aura jamais aucune certitude que nos énoncés soient définitivement vrais. Mais pour autant, il y a des procédures de vérité. C'est un peu la confusion à laquelle on assiste parfois. Parfois, on a des enfants et des adolescents qui, de cette discussion-là, concluent que, ah bon, alors il n'y a pas de vérité scientifique définitive, ils en concluent que du coup, il y a pas qu'on peut dire tout et n'importe quoi. Non, il y a des procédures de démonstration quand même, à un moment. Donc, on en revient à ce qu'on disait, tout ne se vaut pas. Pas de relativisme, mais pas de dogmatisme non plus. C'est une rationalité ouverte, quoi, mais elle fonctionne quand même avec quelques règles. Il faut avoir ce juste milieu-là. Mais c'est ce que dit un peu Étienne Klein aussi à un moment. C'est compliqué l'art de la nuance. Donc je pense que c'est aussi une école de la nuance, de la complexité. Et puis parfois, nous, on a envie de ne pas être nuancé, de ne pas être complexe.